D'abord, oui, je vais peut-être me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas nécessairement. Donc, je m'appelle Mathieu Lépine, je suis enseignant, je suis professeur d'histoire-géographie dans un collège à Montreuil. Et depuis un certain nombre d'années maintenant, je m'intéresse à cette question des accidents du travail. Et je fais depuis 2019 un recensement quotidien de ces morts au travail que j'expose à travers différents comptes sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qui m'a amené, fort de ce travail-là, de tout un tas de contacts que j'ai pu nouer avec des familles, avec des inspecteurs du travail, des avocats, tout un tas d'acteurs autour de cette question, d'écrire ce livre dans lequel je fais un peu un état des lieux que je vais essayer de vous résumer là en quelques minutes, on va dire ça comme ça. Mon recensement, je l'ai donc démarré en 2019, et 2019 c'est une année particulière pour la France puisque selon les données de la Commission européenne sur cette année-là, la France était le pays d'Europe où la fréquence de la mort au travail était la plus élevée de toute l'Europe. La France, finalement, cette année-là, était le champion d'Europe de la mort au travail. Cette information, on aurait pu penser qu'elle ferait la une de l'actualité, on aurait pu penser que, je sais pas, elle aurait créé une onde de choc, qu'il y aurait eu nombre de réactions suite à cette annonce. Bon, il n'en a finalement rien été, et il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est qu'on trouve toujours en France des gens pour relativiser la situation, pour la minimiser, pour la dédramatiser. Finalement, il n'y aurait finalement pas tellement de problème autour de cette question. Je vais revenir sur quelques-uns des arguments justement qui sont avancés par toutes ces personnes. Alors, il y a un premier groupe de personnes qui, par rapport à cette comparaison européenne, qui place donc la France sur l'année 2019 en tête des pays au niveau de la fréquence des morts au travail. Certains viennent nous expliquer que finalement, c'est pas judicieux de faire des comparaisons européennes parce qu'il n'y aurait pas une harmonisation dans la façon de comptabiliser, si on veut, les accidents du travail et les morts au travail entre les pays. Il y a une part de vérité là-dedans. Maintenant, on voit que là, par exemple, sur la réforme des retraites, on aime faire des comparaisons entre la France et les autres pays. Mais bon, visiblement, quand il s'agit des accidents du travail, cette comparaison, elle ne serait plus, serait plus bonne. C'est un argument, après, qui peut s'entendre. Ensuite, il y a la question de la méthode. Certains nous rétorquent qu'à partir de 2019, il y a eu une nouvelle façon, une nouvelle méthode dans la prise en compte par exemple, des malaises dans les accidents du travail, qui depuis 2019 sont systématiquement considérés comme des accidents du travail, ce qui, semble-t-il, n'était pas le cas avant, ce n'était pas systématique. Et donc, du coup, c'est ce qui aurait pu provoquer une hausse, en fait, dans les chiffres français. C'est en partie possible. Maintenant, il faudrait savoir qu'est-ce que représentaient les malaises déjà avant 2019 pour pouvoir faire une comparaison et établir une réelle hausse liée à cette nouvelle méthodologie. Ça reste encore à voir. Ensuite, il y a les arguments, les pires des arguments, c'est celui de la banalisation et de la fatalité. L'idée qui consisterait à dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura des morts, que le risque zéro n'existe pas et que finalement, il faut faire avec. Dernièrement, il y a justement un député, Éric Woerth, juste pour ne pas le citer, qui, dans une émission sur un plateau de télé, a eu une déclaration qui, moi, m'a interpellé. Je vais vous citer ce qu'il a dit. Il a dit, enfin écoutez, on est en France, on a une branche de la sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, c'est donc quelque chose qui est parfaitement pris. Évidemment, un accident, c'est toujours un de trop, mais enfin, il y a 30 millions d'actifs dans notre pays. Comprenons 600, 700, 800, 900 morts. Finalement, ce ne serait pas grand-chose, puisqu'il y a 30 millions d'actifs en France. Ce serait des dommages collatéraux, c'est les risques du métier, c'est souvent ce qu'on entend dire. Qu'ils viennent le dire, là, on a des familles de victimes ici, je ne suis pas sûr que ce soit un argument qui soit entendable. Je suis même certain que c'est un argument qui ne l'est pas. Que dit de son côté le ministre du Travail? Alors, il a été interpellé il y a quelques semaines justement sur cette question à l'Assemblée nationale, sur la question de la mort au travail. Et voilà ce qu'il a dit. Sur la question des morts au travail, j'invite vraiment chacun à la mesure et je vais donner les chiffres tels qu'ils ressortent des études de la Direction générale du travail. Depuis 15 ans, je réitère, de manière continue, nous connaissons en moyenne dans notre pays 650 décès par an au travail. C'est un chiffre redoutablement stable depuis 15 ans qui n'a pas bougé depuis 2017, avant de rajouter tout de même que chaque mort est un mort de trop. Alors j'ai été regarder du coup les chiffres de la DARES, du ministère du Travail, et je vais essayer de faire une fourchette de 15 ans comme lui.
2005, 476 décès liés à des accidents du travail, c'est-à-dire sans prendre en compte les maladies ou professionnelles ni les accidents de travail. 535 en 2010, 790 en 2019. Ce qui fait une hausse de 40% entre 2005 et 2019. Pour un chiffre qui était censé être redoutablement stable, ça ne semble pas être finalement le cas. Et quand bien même, de toute façon, il y aurait eu 650 décès chaque année depuis 15 ans. J'ai fait le calcul, ça fait 9750 morts. Faudrait-il se féliciter qu'il y ait eu 9750 morts depuis 15 ans? Est-ce qu'on pourrait s'arrêter à cela et dire finalement, c'est pas si mal, 650 morts par an, ça pourrait être pire, et puis en plus, ça serait redoutablement stable, quand bien même en plus, ce n'est même pas vrai. Donc on aurait eu sur la fourchette qu'il a choisie de 15 ans, autour de 10 000 morts si on en croit ce qu'il dit, mais ça semble visiblement pas l'inquiéter davantage que ça. En tout cas, tous ces arguments-là que j'ai essayé un petit peu de contrer, ils sont le reflet d'un véritable manque de considération pour cette question-là, la question de la mort au travail, plus largement des accidents du travail en France. Pourtant, les victimes dont on parle, ce ne sont pas des chiffres, ce ne sont pas des données, ce ne sont pas des statistiques, ce sont des personnes qui ont une histoire, qui ont un parcours, qui ont des familles. Et on a véritablement tendance à oublier cela. Il suffit d'ouvrir un journal et de voir comment sont traités les accidents du travail, toujours dans la colonne des faits divers. Ainsi, on apprendra un homme est décédé au travail, un homme a fait une chute au travail, et puis ça restera comme ça très... on invisibilise totalement finalement les victimes. Alors on est en droit de se demander combien faudra-t-il qu'il y ait de morts au travail pour que ça devienne un sujet, pour que ça ne soit plus considéré comme un fait divers, mais en tant que tel, c'est-à-dire comme un fait social. En 2019, 1,2 million d'accidents du travail ont été déclarés à la CPAM. Dans un pays où un accident du travail sur deux, en plus, ne serait pas déclaré, 1,2 million de déclarations, ça commence quand même à faire beaucoup pour un simple fait divers. Le plus grave dans ce classement dans les faits divers, c'est surtout qu'il empêche de voir tout ce qui fait système dans tous ces accidents. Comme si, en fait, chaque accident serait à prendre individuellement, comme s'il n'y avait aucun point commun, comme s'il n'y avait aucun lien dans toutes ces histoires. C'est tout le sens justement de la plaidoirie qu'a tenue il y a une semaine l'avocat Ralph Blindauer lors du procès qui s'est tenu à Saint-Brieuc. C'était le procès d'une entreprise agroalimentaire qui s'appelle LDC, qui fait suite à la mort en 2021 d'un jeune étudiant qui s'appelle Tom Le Duo, qui est décédé à l'âge de 18 ans dans un abattoir. Et donc je vais citer ce que l'avocat de sa famille, ses parents, a dit. Tant que l'organisation du travail se fera uniquement en direction de la rentabilité et du profit, il y aura des accidents mortels du travail. Il faut remettre l'humain au centre de l'organisation du travail. Justement, l'organisation du travail. Lorsque l'accident survient, lorsque le procès arrive, les entreprises ont toujours tendance à venir nous dire que finalement, l'accident il est lié à une erreur humaine. Erreur de la victime elle-même, qui est parfois d'ailleurs reconnue seule responsable. J'ai déjà vu des histoires comme ça où la victime est reconnue seule responsable de sa mort. Erreur d'un collègue, mais jamais les entreprises elles-mêmes ne vont avoir à se remettre en question, ne vont se poser des questions sur leur propre responsabilité, sur leur propre organisation du travail. Parce qu'en réalité, les erreurs humaines, oui, elles existent. Mais les erreurs humaines, elles découlent toujours d'une organisation du travail qui aura été défaillante. Il résultera toujours de tout un tas de dysfonctionnements. Ça peut être le manque de formation de la victime, le manque d'information, le manque d'encadrement, la polyvalence qui va être imposée à des travailleurs et donc qui va faire qu'ils vont sans arrêt changer de poste et se retrouver parfois à des postes pour lesquels ils n'ont aucune expérience ou aucune formation. C'est la pression aussi importante qui va être mise sur leurs épaules. Et lorsque tout ça va venir se conjuguer à des négligences des règles de sécurité par les entreprises, à des équipements de travail qui ne sont pas conformes, à des équipements de protection qui même parfois n'existent pas, alors oui, dans ce cas-là, venir au travail peut s'apparenter ou peut représenter en tout cas un danger pour ceux qui sont amenés à travailler. On retrouve justement tout un tas de ces éléments dans le procès ou dans l'affaire, dans l'accident plutôt, de Tom Le Duo, une victime qui était jeune, 18 ans, inexpérimenté, il était étudiant, il venait travailler juste pendant ses vacances,
Il n'avait reçu aucune formation, il a été laissé seul, sans aucune surveillance, à un poste qui nécessitait d'utiliser une machine pour laquelle il n'avait reçu aucune formation non plus, une machine qui de plus a été défaillante, et sans qu'il soit lui-même équipé d'équipements de sécurité. Dans ces conditions-là, face à tant de négligence et de dysfonctionnement, elle a bon dos, du coup, l'erreur humaine. Les jeunes, justement, j'en parle dans mon livre, ils représentent une partie de la population qui est particulièrement vulnérable de par leur profil, parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils sont peu expérimentés. Et ces dernières années, on pointe souvent l'apprentissage comme étant devenu la voie royale, on pousse les jeunes à l'apprentissage, l'apprentissage. Pourtant, si on regarde les données de la CPAM pour 2019, on se rend compte que 10 000 accidents du travail ces années-là ont concerné des apprentis. 10 000. Je crois que c'est 1 par heure, quelque chose comme ça. À cette occasion, au moment où justement je parle de ces victimes très jeunes, je souhaiterais justement avoir une pensée pour certaines d'entre elles. Je pense à Hugo Bardel, je pense à Romain Torres, je pense à Jérémy Wasson, je pense à Aruna Samaté, je pense à Arthur Fréau, à Ludovic Marais, et j'en oublie évidemment, des jeunes qui étaient apprentis, qui étaient stagiaires et qui sont décédés sur leur lieu de travail. Ce qui me dérange le plus, moi, dans ce recours massif à des à des jeunes apprentis, c'est le discours promotionnel qu'il y a derrière et qui consiste à dire aux entreprises, prenez des apprentis, puisque les apprentis, c'est gratuit. Les apprentis, ça ne va rien vous coûter, comme si en fait un apprenti, c'était juste une main-d'œuvre gratuite qu'on prendrait, non pas pour la former, mais pour venir remplacer finalement un salarié, un travailleur, etc. Et ce discours, il est d'autant plus inquiétant, dangereux, qu'en réalité, si ça coûte d'avoir un apprenti, ça va coûter du temps, ça va demander de l'énergie, il va falloir l'encadrer, il va falloir le former, il va falloir faire de lui un travailleur qui aura les bons réflexes, les bonnes habitudes, etc. Alors oui, si ça va coûter, ça va demander énormément de temps. Et ça, il y a certaines entreprises, on semble-t-il, tendance à l'oublier. Au-delà des plus jeunes, quels sont les autres types de profils de victimes dont on va retrouver beaucoup? Eh bien, ce sont tous les salariés intérimaires et tous les salariés de la sous-traitance dont le nombre a bondi ces 20 dernières années. Quelle est la particularité du profil de ces travailleurs-là? Bien, c'est que ce sont des travailleurs extérieurs qui, à l'occasion d'une mission, vont être amenés à venir sur une usine, sur un chantier, pour travailler. Le problème, c'est que, au-delà de la pression énorme qui est mise sur leur dos, il y a un temps d'adaptation qui va leur être un temps d'adaptation. Quand il y a un temps d'adaptation, en réalité, c'est pas de temps d'adaptation, il va falloir tout de suite être opérationnel sans avoir eu le temps de connaître un nouvel environnement de travail, une nouvelle organisation du travail, de nouveaux collègues, parce que c'est ça, on est tout le temps en train de bouger. On voit quand même qu'il y a une certaine volonté d'exploser le collectif dans le monde du travail, et il y a une volonté comme ça de faire en sorte qu'il y ait moins de solidarité finalement entre les travailleurs entre eux. Concernant la sous-traitance, la DARES signale dans une note toute récente, je cite, « La sous-traitance demeure intrinsèquement associée à un taux élevé d'accidents du travail. » J'invente donc rien, en fait, il suffit de lire ce que le ministère lui-même produit pour se rendre compte que, oui, la sous-traitance, semble-t-il, c'est un problème. Et pourtant, on se retrouve sur certains immenses chantiers, ceux du Grand Paris ou d'autres, avec des schémas de sous-traitance absolument invraisemblables, avec 4, 5, 6, 7, 8. Je crois que l'inspection du travail a été jusqu'à avoir 10 niveaux de sous-traitance parfois. Et au fur et à mesure, plus en fait on descend comme ça dans la chaîne de sous-traitance, finalement, les responsabilités du donneur d'ordre, qui était tout en haut de la plus grosse boîte, eh bien, se diluent. Et finalement, au bout, lorsque l'accident arrive, cette grosse entreprise, eh bien, elles ne sont jamais poursuivies. Et après, elles se gargarisent en montrant leurs chiffres. Regardez, on progresse au niveau des accidents du travail, etc., etc. On a moins de victimes, mais forcément, avec la sous-traitance, elles ont sous-traité les risques et finalement, elles ont fait porter cela sur des plus petites entreprises qui, elles, pour le coup, ont eu à subir ces accidents. Anaïque Laurent, qui est la directrice adjointe de la Direction générale du travail, reconnaît elle-même qu'il y a un manque de vigilance dans la sous-traitance. Donc finalement, tout ça, c'est su, tout le monde le sait, et bon, il y aurait peut-être finalement des choses à faire, puisqu'on est tous au courant que la sous-traitance amène à des positions à risque.
Au niveau des travailleurs extérieurs, on va aussi de plus en plus retrouver sur ces 15 dernières années ou 20 dernières années des travailleurs détachés, donc venus de pays de l'Union européenne. On retrouve aussi, et on en a encore fait, j'ai vu plusieurs articles à cette question-là ces derniers temps, des travailleurs sans papier, qui eux sont clairement une main-d'œuvre corvéable à merci, de par le fait qu'ils sont sans papier, qu'ils ont une situation administrative qui les rend encore plus vulnérables. Et d'ailleurs, la sous-traitance favorise cela, puisqu'elle permet finalement elle favorise la dissimulation par ces schémas très complexes. C'est d'ailleurs ce qui est ressorti d'une affaire qui est passée au tribunal de Bobigny très récemment. C'est suite à l'accident de Kamel Benstahali et de Omar Azouz, qui sont décédés en juillet 2019 à Épinay-sur-Seine suite à l'effondrement d'un... Je ne sais plus ce qui s'est effondré, à l'effondrement d'un échafaudage, à l'effondrement d'une nacelle. Et ce qui est ressorti du procès, ce sont des entreprises qui en fait se désignent toutes. Personne ne sait qu'est-ce qu'ils faisaient là, pour qui ils travaillaient. Tout le monde ferme les yeux et puis finalement, c'est la faute des victimes quasiment. Alors là, la sanction est finalement tombée hier ou avant-hier, avec, pour une fois, il faut le noter, 1 an de prison quand même qui a été requis contre leur employeur, même si il n'est plus en France, il semble-t-il, son année de prison, il la fera peut-être jamais. C'était tout de même à noter parce que c'est quand même relativement rare. Ce qui représente l'aboutissement de tout ce processus de déresponsabilisation des entreprises, c'est le système Uber. Où ce sont aussi, dans une moindre mesure, c'est aussi ce recours de plus en plus massif à des travailleurs indépendants sous souvent une forme de salariat déguisé. D'ailleurs, les deux accidents qui m'ont fait me lancer en janvier 2019 dans ce travail de recensement, c'était les auto-entrepreneurs qui étaient concernés. C'était Michel Brahim, ouvrier auto-entrepreneur de 68 ans, qui a fait une chute depuis le toit de la préfecture de Versailles. Il avait donc 68 ans. À cet âge-là, il aurait dû être à la retraite. Il touchait une retraite de 600 à 700 euros, donc il continuait de travailler. Ce statut d'auto-entrepreneur lui permettait d'avoir un peu de liberté, puisque du coup, il pouvait travailler et avoir aussi des périodes où il profitait aussi de sa famille en tant que pré-retraité. Lorsqu'il a cet accident et lorsqu'il décède, il travaillait pour une entreprise qui était son client en réalité, avec qui il faisait 60% de ses bénéfices. Ça veut dire que s'il ne travaillait pas sur cette entreprise-là, c'est 60% de ses bénéfices en moins. C'est pour ça que parfois, quand j'entends certains dire les indépendants, ils peuvent toujours dire non, quand on leur met la pression, ils ont la possibilité de dire non, parce qu'ils sont leurs propres patrons, soi-disant. Mais en réalité, parfois dire non, c'est perdre des chantiers, c'est perdre de l'argent. Et donc, c'est pas si facile que ça. Le deuxième accident qui a eu lieu 15 jours plus tard, moi qui m'a marqué à l'époque, c'est celui de Franck Page. Là, c'est un livreur Uber Eats, il avait 19 ans. C'est à ma connaissance le premier livreur d'une plateforme en France à mourir. Il est décédé dans un accident, renversé par un camion à Pessac, en banlieue de Bordeaux. Justement, est-ce que Michel et Franck ont cette année-là été comptabilisés parmi les morts au travail en France? Non. Ils avaient ce fameux statut d'indépendant et du coup, on sort du cadre des accidents du travail tels que finalement on va les reconnaître en France. Sans vouloir aller trop loin dans le détail sur les chiffres, on a tout de même en France un véritable problème dans la comptabilisation totale, on va dire, des morts au travail. Puisque, selon que l'on soit ouvrier, travailleur agricole, marin-pêcheur ou enseignant, comme c'est mon cas, notre accident du travail sera déclaré à un organisme différent. Alors on pourrait se dire, il suffit d'aller reprendre les données de tous les organismes et d'en faire un bilan. Ouais, en fait, ça ne paraît pas si compliqué que ça. Mais à ma connaissance, personne ne le fait. Pourquoi j'en sais rien. Justement, sur l'année 2019, moi j'ai essayé de voir ce qui ressort de ces données. La CPAM annonce 733 morts dans les salariés du secteur privé. La DARES, donc les services du ministère du Travail, qui rajoute à cela les salariés agricoles et une partie de la fonction publique, arrive, elle, à 790 morts cette année-là. La MSA, pour l'ensemble du monde agricole, en annonce 119. Et le régime des marins-pêcheurs, lui, en annonce 11. Je fais un calcul, du coup j'ai repris ces données-là, en essayant de ne pas me tromper. Ça fait au moins 896 morts cette année-là. Donc quand on nous dit qu'il y a 650 morts et que c'est stable depuis 15 ans, non, déjà il n'y a pas 650 morts. En tout cas, pas en 2019. Si en plus à cela on ajoute les maladies professionnelles, une partie des suicides qui ne sont pas pris en compte, les accidents de trajet, on arrive plutôt à quelque chose comme 1300, 1400,
fais une fourchette assez large parce qu'au fait, je n'ai pas le chiffre, 1500 morts qui seraient liés au travail. Et là, on voit qu'on est quand même dans une autre dimension que ces chiffres qu'on veut bien souvent nous mettre en avant. Mourir au travail, sérieusement. On en est encore là de la vision du monde du travail, se demandait Aurore Berger dans un tweet en mars 2019. Bah oui, du coup, on en est encore là. Pour finir, il y a plein d'autres sujets que j'aurais pu aborder là. C'est quand même un sujet très complexe qu'on peut prendre par tout un tas de bouts. Comment envisager du coup des améliorations? Première chose, premier élément de réflexion, et il y aura des gens qui en parleront mieux que moi, c'est renforcer, redonner un poids à l'inspection du travail, un service public qui est essentiel en France et qui est en perte de moyens, en perte aussi d'inspecteurs. On aurait aujourd'hui autour de 1 inspecteur pour 10 000 salariés en France, ce qui finalement n'est pas, bien évidemment pas assez. Au-delà du nombre d'inspecteurs, il faut aussi redonner vraiment du pouvoir finalement à ces inspecteurs. Quand on voit, et ça c'est la CGT qui le dit, qu'en Seine-Saint-Denis, entre 2014 et 2020, près de 2/3 des procès-verbaux dressés par l'inspection du travail n'ont amené à aucune poursuite, on se dit pourquoi on fait tant de mansuétude finalement? Pourquoi on donne une deuxième chance à certaines entreprises? Les victimes, elles n'ont pas eu de deuxième chance. Pourquoi donc tant de mansuétude? Donc, comment redonner du souffle à ce service public? C'est une question ensuite. Il y a aussi la question de la médecine du travail, qui elle aussi est un peu moribonde, est un peu à la peine, avec aussi des effectifs qui se réduisent, avec aussi une santé au travail qui a été détricotée ces dernières années, ces 5, 6, 7 dernières années. C'est la fin de la visite médicale d'embauche, c'est la fin de la visite biennale médicale aussi. C'est la suppression des CHSCT, c'est des critères de pénibilité qui ont été supprimés. Donc voilà, il y a tout un tas de choses auxquelles il est nécessaire de réfléchir. Je pense aussi à la question de l'indemnisation des victimes, qui est quand même un véritable scandale en France quand on se rend compte qu'il vaut mieux finalement avoir un accident de la route qu'un accident du travail, même si dans les deux cas on est victime, qu'on n'a absolument rien demandé, parce qu'on a une indemnisation des accidents du travail qui est obsolète. On pourrait aussi évoquer les lenteurs de la justice, la mansuétude, aussi parfois des peines qui ne semblent pas assez dissuasives. En tout cas, il y a tout un tas de chantiers, des chantiers qui sont immenses. Et je finirai juste avec cette phrase, c'est avec cette phrase que je termine mon livre, c'est « Mourir au travail, ni même y souffrir, n'est pas une fatalité ». Merci. Oui, bonjour. Bonjour à tous, merci Monsieur le député pour votre invitation et pour l'organisation de ce colloque. Alors, comme il vient de vous être dit, je suis Kouni Adam. J'ai été dans une vie antérieure secrétaire général du groupement, de notre groupement qui regroupait les départements de la Sarthe et le département de l'Orne. Et à ce titre, j'étais en contact direct avec les victimes. Depuis quelques années, je suis devenu vice-président de la fédération. Alors la fédération, c'est quoi? C'est une association centenaire aujourd'hui, puisqu'elle a été créée en 1921 à l'initiative de grands mutilés. Elle s'appelait d'ailleurs à l'époque la Fédération des mutilés du travail, créée dans la région stéphanoise, parce qu'à Saint-Étienne, il y a toute l'industrie sidérurgique et minière qui fait qu'il y avait beaucoup de victimes, des victimes d'accidents très très graves. Pourquoi ils ont créé l'association à l'époque? C'est tout simplement parce qu'ils voulaient obtenir les mêmes droits, les mêmes prises en charge que celles dont bénéficiaient les gueules cassées de la Première Guerre mondiale, qui avaient obtenu à la suite de la guerre des prises en charge assez intéressantes pour l'époque, bien évidemment. Donc les mutilés du travail considéraient qu'ils devaient bénéficier des mêmes, je n'oserais ça qualifier davantage, mais enfin des mêmes prises en charge. Et puis au fil du temps, l'association, elle a été créée aussi sous l'aile, excusez-moi le terme, l'aile protectrice du milieu syndical, puisque notamment de la CGT à l'époque. L'association a évolué au fil du temps pour être aujourd'hui la FNAT, Association des accidentés de la vie, puisque, comme vous l'avez dit, Monsieur le député, nous nous intéressons non seulement aux victimes d'accidents de travail ou de maladies professionnelles, mais aussi à tout ce qui est invalidité, maladie, accidents thérapeutiques, affections nosocomiales et autres. Nous sommes une association loi 1901 structurée
de façon pyramidale, copié un peu sur les syndicats, puisque à la base, nous avons bien évidemment les adhérents, qui sont regroupés au sein de sections, qui chevauchent un peu comme nos cantons, et sections qui sont fédérées au sein de groupements interdépartementaux ou départementaux du territoire, et ces mêmes groupements sont fédérés au sein d'une fédération nationale. La fédération repose sur deux piliers, comme vous l'a dit également monsieur le député, sur l'action juridique, l'accompagnement de chaque victime qui veut bien venir nous voir. Et à ce titre, nous intervenons devant les juridictions du pôle social auprès du tribunal judiciaire. Donc nous accompagnons dans toutes les démarches, que ce soit les démarches de reclassement, d'indemnisation, de prise en charge, de procédures en faute inexcusable. Et puis nous avons une action plus généraliste qui est toute l'action revendicative auprès du pouvoir public. Alors quand je dis pouvoir public, c'est au sens très large du terme, puisque nous nous intéressons au niveau local, par exemple, aux problèmes d'accessibilité, jusqu'au niveau national, les problèmes d'indemnisation et de réparation des préjudices subis à la suite de l'accident. Et notamment, bien évidemment, l'indemnisation des victimes d'accidents de travail ou de maladies professionnelles, qui, faut-il le rappeler, mais peut-être que nous aurons l'occasion d'aborder ce sujet plus longuement, qui repose sur un compromis signé, et là je ne me trompe pas sur la date, signé en 1898. Donc c'est pas au siècle dernier, c'est à celui encore d'avant, c'était à l'époque d'Émile Zola. Présente compromis historique qui visant à créer la présomption d'imputabilité versus l'indemnisation forfaitaire. Alors c'est quoi la présomption d'imputabilité? C'est que tout accident, pour disons globaliser les choses, tout accident survenu au temps de du travail doit être considéré comme un accident de travail, quelle que soit la faute commise par l'employeur ou pas. Versus la réparation forfaitaire. La réparation forfaitaire, c'est schématisé par la division par 2 du taux d'incapacité pour le calcul de l'indemnisation et l'absence d'indemnisation des préjudices physiques tels que le préjudice douleur, le préjudice esthétique et le préjudice d'accident. Il faut préciser que la législation accident de travail est la seule en France aujourd'hui qui ne permet pas aux victimes d'être indemnisées de l'intégralité de leur préjudice. C'est une carence aujourd'hui énorme qui fait que les victimes d'accident de travail ou reconnues atteintes de maladies professionnelles sont très très mal indemnisées, mais comme je viens de le dire, nous pourrons aller plus loin dans ce domaine-là. Bon, voilà à peu près une présentation rapide de la fédération. Là, je vais avoir quelques éléments. Alain a dit beaucoup de choses. Je crois que moi, je voulais remercier les intervenants autour de la table. Je voulais remercier c'est Mathieu. Parce que, comme je disais à ma voisine tout à l'heure, en fait, ce que vous dites, malheureusement, ça fait 12-5 ans, voire 100 ans qu'on l'entend. Et je voulais vous remercier parce que, grâce à vous, malgré les drames que vous traversez, j'ai l'impression, et grâce à vous aussi avec ce colloque, mais ce n'est pas un effet de manche, je pense que je le pense vraiment, j'ai lu l'article dans le Monde, je vous ai déjà vu, je crois, dans une émission télé. Je crois que vous arrivez à faire résonner ce qui est notre quotidien depuis 50 ans, c'est-à-dire qui est un quotidien avant tout, nous on est une association nationale, donc, comme je disais à ma voisine, il y a des coins où ça marche bien, des coins où ça marche moins bien. Donc il y a aussi des victimes qui viennent et qui n'ont pas forcément le soutien attendu, parce qu'il y a des coins où ça marche moins bien, on vit que sur une cotisation. Ça peut être compliqué, mais ce pourquoi je voulais vous remercier, c'est parce que je crois que vous participez à briser un des stigmates de nos difficultés, c'est-à-dire c'est la loi du silence. Et la loi du silence pour les victimes dans leur quotidien, donc avec un sentiment d'abandon qui est notable et de défaut d'accompagnement, d'accompagnement juridique, d'accompagnement psychologique, je veux dire. Dans ce pays, toutes les victimes, et c'est légitime, ont droit à un accompagnement. On pense souvent aux victimes d'accidents collectifs, mais la famille qui est victime d'un accident du travail individuel a droit à 0 accompagnement, que ce soit juridique, que ce soit psychologique, que ce soit pour la victime directe, pour les enfants, pour les parents. Voilà. Alors, il y a des assos qui existent en matière d'accident de travail à la FNAD. Encore une fois, elle essaye d'être présente sur tout le territoire, elle essaye d'avoir
une réponse pour chacun. Des fois, elle y arrive, ça se passe très bien. Des fois, elle n'y arrive pas, comme toutes les grandes institutions. Il y a l'Andeva pour les victimes de l'amiante aussi. Bref. En tout cas, là, vraiment, je voulais vous remercier, c'est que c'est effectivement ce silence qui est en train d'être brisé, je pense, grâce à votre action, à votre livre, à tous. Et le second sujet que je voulais, parce que tout ce que vous avez évoqué, je vous dis, c'est notre quotidien. Le second sujet que je voulais évoquer en tournant vers la représentation nationale, c'est que on aimerait bien un peu plus de questions parlementaires, mais de questions, passez-moi l'expression, qui emmerdent vraiment le gouvernement sur ces questions-là. Parce que, en fait, ce qu'on constate, que ce soit pour les accidents du travail, vous l'avez très bien fait tout à l'heure, pour les licenciements pour inaptitude, aujourd'hui dans ce pays, tout est organisé pour qu'on ne sache pas. C'est-à-dire que pour qu'on n'ait pas l'information. Et la meilleure façon de ne pas avoir d'action publique efficace et d'action politique efficace, c'est d'ignorer ce qui se passe. Et je vous assure, pour avoir été par exemple dans un CROC, qui est un comité régional d'organisation de sécurité du travail, je ne sais plus encore l'acronyme exactement, mais qui est censé s'occuper, observatoire sur les conditions de travail, merci, qui est censé justement s'occuper de ces questions-là, pour avoir posé la question, par exemple, de savoir combien il y avait de licenciements pour inaptitude, ce qui est quand même un révélateur de la santé au travail et des dangers auxquels ils sont exposés les gens. On est incapable de nous dire, parce qu'on n'a pas l'info. Voilà. Sans compter, j'en finirai là, puisque on est dans l'enceinte qui vote le budget de la sécurité sociale, que la branche accident du travail et maladie professionnelle est la seule branche qui est excédentaire depuis des années. Voilà. Et que dans ce pays, on préfère financer une partie de la réforme des retraites des excédents de la branche accident du travail et maladie professionnelle, plutôt que d'accompagner les victimes et de mettre de l'argent sur l'accompagnement individuel des victimes. Non, oui, donc Fabienne Bérard, avec Caroline, donc Didier, nous sommes cofondatrices de ce collectif qui depuis a évolué en association. Collectif Famille, pas la mort au travail, nous sommes les coprésidentes de cette association. Pourquoi? Parce que nos enfants sont morts au travail. Mon fils Benjamin est décédé, le fils de Caroline est décédé le 28 février, le jour de l'anniversaire de Flavien. Flavien est décédé 4 jours plus tard, dans 2 entreprises distinctes, pas le même chantier, pas la même situation géographique, mais enfin nous, il y a des choses qui nous réunissent, des choses très fortes qui nous réunissent. Quand on a fait connaissance, on s'est rendu compte qu'il y avait ces dates, l'âge de nos enfants, qu'on habite le même département. Parce que quand on vit ça, on se sent aussitôt extrêmement isolé. Et en fait, quand on part un petit peu, quand on cherche de l'information, on se rend compte qu'il y a beaucoup de familles qui sont dans la même situation que nous, mais il n'y a aucun contact, il n'y a aucun échange, il n'y a pas d'association pour les morts au travail. Donc, Flavien décède d'un accident de grave le 5, dans des conditions, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails de notre drame personnel, mais bon, en tout cas, il y a des graves manquements en termes de sécurité, voilà, de la négligence. Il est dépenché le lendemain le 6, donc bon, en tant que parent, on lui tient la main, on lui dit au revoir, on l'accompagne à la morgue, là on apprend le corps par à l'IML, on retrouve le corps de son enfant 15 jours plus tard, on court choisir un cercueil, des petits accessoires qui vont avec, on rencontre l'entreprise, on va à la gendarmerie, et puis commence un parcours du combattant, et puis 15 jours après, on peut enfin célébrer les obsèques de son enfant, le mettre en terre, et puis voilà, puis derrière on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Là, on gère la succession chez le notaire, on gère les frais d'obsèques, il faut chercher un avocat, enfin on est perdu, il y a tellement de choses, tellement de démarches qui se mettent en place, on est vraiment, déjà on est anéanti, et puis il y a tellement de choses à gérer, on se dit, mais par où je commence, comment je fais, et comment je fais aussi pour tenir le coup, psychologiquement. Et puis, très vite, au bout de 2 mois, je sors un petit peu du coma dans lequel j'étais, le traumatisme psychologique dans lequel j'étais, et puis je me rends compte sur Internet que, à force de chercher, je tombe sur le blog de Mathieu Lépine, et puis je me rends compte que finalement, c'est pas un fait divers, c'est un phénomène d'ampleur. Et c'est un phénomène d'ampleur qui n'intéresse personne. Nous, on se dit, Flavien est décédé, personne n'est au courant, personne ne sait exactement ce qui lui est arrivé, donc on a insisté auprès de la presse locale. Il y a 13 mois, ça n'intéressait pas les médias.
On a insisté auprès de la presse locale pour avoir un article, on l'a eu. Quand ils ont voulu relayer l'info en région parisienne, parce que l'accident a eu lieu en Seine-et-Marne, mais nous sommes originaires de Charente, ici les médias ça ne les intéressait pas à l'époque. Depuis les choses ont bien changé, fort heureusement. On a au moins réussi ça, le collectif est tant mieux, on s'en félicite. Donc cette fait divérisation, à l'époque ça me révolte. Je prends contact avec Mathieu, je lui demande de bien vouloir me mettre en relation avec d'autres familles, donc par l'entremise de Mathieu, que je remercie à nouveau. Je rentre en contact avec mon mari, avec une dizaine de familles, dont Caroline. Et tout de suite, l'énergie de Caroline m'a beaucoup aidée, voilà, ça m'a boosté, parce que je ne sais pas si tous les deux, tout seuls, on avait fait tout ce qu'on a fait. Et puis, on donne naissance au collectif le 15 novembre, voilà. On crée tout simplement un groupe d'échange WhatsApp. On est 7-8 familles au départ. Et c'est une vraie délivrance. Parce qu'on échange, on se soutient, on se raconte nos histoires et on se rend compte que les causes des décès sont souvent les mêmes, les conséquences on les connaît, on est dévasté, c'est destructeur. Mais alors par contre, les prises en charge, on voit de tout. On voit de tout, il n'y a pas de... Rien n'est uniforme, rien n'est prévu pour assister les familles de manière, unique, de manière unilatérale. Je peux donner des exemples, hein, c'est par exemple les frais d'obsèques. Voilà, des familles qui les ont payés, d'autres pas. Les entreprises tout de suite ont proposé de prendre ça en charge. Outre le problème psychologique, le problème financier aussi, il est très 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 lourd. Je veux dire, ça concerne des familles plus ou moins modestes, mais en tout cas, nous, dans le collectif, l'aide juridictionnelle de droit, je crois que personne ne l'a, parce que, Caroline, tu peux en témoigner, l'aide juridictionnelle de droit. Même en étant... Je vis seule avec 3 enfants à charge et je n'ai pas le droit à l'aide juridictionnelle. Voilà, et tu es secrétaire et je suis de mairie, mais tu gagnes beaucoup trop bien ta vie. Je gagne trop bien ma vie. Tu vas avoir droit à cette aide. C'est bien connu quand même, secrétaire de mairie. Bien, alors il y a tellement de choses qui nous paraissent tellement injustes qu'après on se rend compte que c'est le pot de terre contre le pot de fer. On va entamer une bataille juridique contre une entreprise qui a les moyens de payer des avocats spécialisés, qui a des moyens que nous on n'a pas, qui a des informations et des ressources que nous on n'a pas. Et on se dit, on est invisible, on est battu d'avance. Comment va-t-on faire ? Comment va-t-on faire pour être entendu et pour que la mort de nos enfants ne soit pas complètement invisible, ne soit pas complètement inutile? Parce que c'est la seule chose qu'on demande. Voilà. Une certaine reconnaissance quand même, parce que nos enfants sont pas nos enfants. Dans le collectif, il y a des frères, il y a des papas, il y a des conjoints. Mais enfin, ils ne sont pas morts, je dis souvent, ils ne sont pas morts en faisant du ski hors-piste ou du parapente. Ils sont morts au travail. Et déjà qu'il y a un minimum de reconnaissance, on ne demande pas un hommage national non plus, mais voilà, je veux dire, c'est pas anodin. On meurt en allant le matin en bon citoyen gagner sa vie, quoi. Donc il n'y a pas cette reconnaissance déjà. Ensuite, donc on a décidé d'écrire, moi j'ai écrit à Brigitte Macron, qui m'a répondu, qui m'a envoyé vers Olivier Dussopt. On a demandé à être reçu, on a été reçu une première fois, on a demandé à être reçu une deuxième fois à l'occasion de la marche blanche pour nos défunts le 4 mars. Donc ils nous ont reçus, ils ont été à l'écoute. On a le directeur de cabinet, le directeur adjoint, une conseillère territoriale. On a vraiment été entendus, écoutés. Ils disent qu'ils engagent un travail de fond de leur côté. Donc on attend. En tout cas, il y a une première avancée. Olivier Dussopt l'a annoncé. Et on ne peut que se féliciter, je crois. Il nous a dit que dorénavant, en cas d'accident mortel au travail, l'entreprise aura obligation de le signaler rapidement à l'inspection du travail. Et là, on tombait des nues. Parce que nous, ça nous paraissait évident que c'était le cas, mais non, on nous a dit que l'inspection du travail le déplorait apparemment depuis peut-être 20 ans. Et on tombait des nues en apprenant que ce n'était pas le cas. Non, et donc, évidemment, si l'inspection du travail n'est pas prévue immédiatement, il n'y a pas de constatation immédiate, il n'y a que des constatations tardives, et on nous explique qu'elles n'ont aucune valeur dans les tribunaux. Seules les constatations immédiates sont prises en compte. Sinon, on travaille avec les photos apparemment des gendarmes ou des policiers. Donc on a quand même l'impression de marcher sur la tête, excusez-moi de l'expression, mais on se dit mais c'est pas possible, on n'est pas en France en 2023, j'ai l'impression d'être dans un pays en voie de développement avec une justice bancale. Ensuite, on demande, on voit au niveau du ministère du Travail, on a été bien entendu, je vais laisser à Caroline ensuite parler de toutes les doléances qu'on a déposées, toutes les revendications. On a vu
travail ministériel devait s'engager, donc on nous a parlé, on a demandé une rencontre avec le ministère de la Justice, mais on pense aussi au ministère de la Santé pour la prise en charge psychologique des collègues, des familles, et puis le ministère de la Justice. La rencontre a eu lieu hier. J'en parlerai après avoir laissé la parole à Caroline, mais là, j'ai pas du tout eu le sentiment, mon mari et moi-même, nous avons été poliment et patiemment écoutés, mais absolument pas entendus. C'est un ministère fort poussiéreux et je dirais très conservateur, et franchement, je pense que c'est un coup d'épée dans l'eau, mais c'est une première pierre quand même, c'est un premier jalon. Il y a eu ce premier contact. Je te laisse parler de nos doléances auprès du ministère du Travail, si tu veux. Alors, le 4 mars, 18 membres du collectif Famille ont été reçus au ministère du Travail. En effet, qui mieux que nous peut témoigner du choc, de la douleur et des difficultés rencontrées suite à ces drames. Qui mieux que nous peut proposer des idées concrètes pour enrayer cette hécatombe et aider au mieux les proches des victimes. Donc on a demandé en premier une vraie comptabilité des accidents, c'est ce que Mathieu disait, qu'elle soit faite en toute transparence en prenant tous les secteurs d'activité en compte. Combien y a-t-il de morts au travail en réalité dans notre pays? Pour que ce problème soit pris au sérieux, il faut tout d'abord cesser la polémique autour du chiffre nous trouvons indécente et préoccupante. En fait, on ne peut pas ni parler d'une année sur l'autre en France, ni d'ailleurs se comparer avec des pays européens, puisque il y a toujours polémique sur les chiffres. Que soient mises en place en urgence toutes les mesures nécessaires de prévention dans le domaine des accidents du travail. Alors la prévention, ça fait partie aussi du gros travail du collectif. On y tient énormément parce que voilà, moi, mon fils est décédé d'une chute de hauteur. Des chutes de hauteur, il y en a tous les jours. Et ça, c'est des accidents qui pourraient être évités très facilement. Donc perdre sa vie à 23 ans sur un chantier pour une chute de hauteur, voilà. Donc on demande une véritable implication du plan de prévention des accidents graves et mortels en redonnant donc des moyens à l'inspection du travail, en recréant des instances récemment disparues, les CHSCT. Parce qu'on a lu le plan de prévention du ministère, il est parfait, ouais. Mais pas appliqué. Alors il est parfait sur le papier, mais vraiment on n'en voit pas la couleur sur le terrain. Il faudrait créer des campagnes de prévention des accidents du travail à destination du grand public et pas seulement des entreprises et de leurs salariés. Alors ça, je vais revenir à la... j'ai souvent comparé l'accident de mon fils parce que souvent on m'a dit « Ah, mais il est tombé, il n'était pas attaché. » Voilà. Moi, mon fils, quand il prenait sa voiture, il conduisait. Quand il prenait sa voiture, il s'attachait. Voilà, pourquoi? Parce qu'il y a eu des campagnes choc. Voilà, il y a la peur du gendarme aussi, donc on va faire revenir les inspecteurs du travail, mais il y a eu des campagnes. On n'a pas de campagne de prévention, pour rien d'ailleurs, au niveau de la prévention dans le milieu du travail. Et que des mesures d'accompagnement uniformes soient prises afin d'aider et soutenir des proches des victimes des accidents du travail en créant une cellule d'urgence, fournissant un soutien psychologique immédiat, mais aussi à distance de l'événement traumatique. Nous, les familles, elles se retrouvent, voilà, un soir vous avez un appel, on vous dit que votre enfant, votre frère, votre fils, enfin voilà, est décédé. Et ça s'arrête là pour vous, en fait. Tout le reste, il faudra le gérer tout seul. Il faudra gérer le reste de la famille. Je vous ai dit, j'ai 4 autres enfants qui vivent avec moi. Il a fallu gérer toute la famille, en fait, toute seule. Donc une aide psychologique pour la famille, comme pour les collègues aussi, parce que dans certaines petites entreprises, on ne pense pas du tout aux collègues non plus, qui vivent eux un vrai drame. Et ils sont pas, pour les petites entreprises, ils ne sont pas du tout aidés non plus. Il faudrait aussi une cellule, un soutien juridique, avec une aide juridictionnelle de droit pour faciliter les contacts avec les avocats. Une prise en charge des frais d'obsèques aussi par les entreprises pour les frais d'obsèques de nos défunts. L'aide juridique, oui, celle-là aussi, elle est nécessaire parce qu'on s'est rendu compte en échangeant entre familles que d'un avocat à l'autre, on n'avait pas les mêmes tarifs, on n'avait pas les mêmes informations, on n'avait pas les mêmes conseils, c'est pas les mêmes procédures, c'est pas... Enfin, voilà. On est vraiment perdu dans... D'abord, voilà, qu'est-ce que se constituer partie civile, voilà. Nous, vraiment, on arrive dans un nouveau monde. Que les procédures judiciaires soient simplifiées et surtout accélérées.
que nous ayons accès aux éléments de nos dossiers, qu'un juge d'instruction soit nommé pour enquêter sur chaque cas de mort au travail. Alors, pour la petite histoire, moi, voilà, ça fait 1 an et bientôt 2 mois que mon fils est décédé. Les enquêtes sont toujours pas closes, je n'ai absolument aucun retour. Si j'étais la seule, ça me rassurerait, je suis absolument pas la seule, toutes les familles sont dans ce cas-là. Les délais sont beaucoup trop longs, on nous laisse sans aucune information. On demandait aussi des condamnations des entreprises, que les condamnations des entreprises soient immédiates et exemplaires. Que les entreprises soient condamnées pour homicide volontaire en cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité. Ce ne sont plus des homicides involontaires quand l'employeur a connaissance des risques pour les salariés. Qu'elles cessent de se dissimuler derrière leur personne morale et les délégations de pouvoir et soient mis en face de leurs responsabilités, que les sanctions soient à la hauteur de leur manquement. Pourquoi les amendes pénales ne sont-elles pas proportionnelles à leur chiffre d'affaires? Pourquoi sont-elles aussi dérisoires dans la plupart des cas? Parce qu'on a vu dans certains procès que voilà, une même entreprise peut être condamnée, c'était combien? 200 000 euros, 200 000 et quelques euros. mois après, c'était seulement 40 000 euros. Voilà, La même entreprise pour une mort au travail. Voilà. Donc il y a un tarif dégressif. Il y a un tarif dégressif, certainement. Que d'autres sanctions immédiates soient prononcées en cas de manquement grave, mis sous surveillance avec contrôle judiciaire et ou par un inspecteur du travail, pour une durée déterminée et affichage systématique des jugements en cas de condamnation sur le lieu de l'entreprise et dans la presse spécialisée. Et que ces condamnations soient accompagnées de stages obligatoires de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail. Voilà, mais là-dessus, elle a rajouté des doléances. Une vraie augmentation des pénalités pour les personnes morales, hein, une révision des montants de pénalités, un principe aussi, donc, comme tu l'as dit, de proportionnalité de ces pénalités en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise. Et hier, on en a parlé au ministère de la Justice, on a parlé d'une entreprise qui avait été condamnée, un gros groupe très puissant, qui génère énormément de revenus, une condamnation à 100 000 euros, et on a expliqué avec mon mari que c'est trop peu, mais on nous a répondu, mais non, c'est beaucoup, mais on a dit, mais non, c'est trop peu. On nous a répondu, mais vous vous rendez compte, c'est une somme qu'ils ne vont pas consacrer à autre chose. Oui, c'est un fait, notamment à la prévention. Un principe de pénalité aggravée, comme tu le disais, quand l'accident a conduit à la mort de la victime. Bon, je sais qu'il existe la faute inexcusable, donc c'est probablement déjà le cas, mais enfin. Un principe aussi de pénalité démultipliée quand il y a récidive sur un certain laps de temps. Je veux dire, ce sont des entreprises, pour moi, j'appelle ça des entreprises hors la loi et indignes, et j'ai pas le sentiment que la justice, elle prenne cela en compte, la récidive. Et c'est grave. Nous, aussi, la naissance du collectif, elle est une fête, je ne l'ai pas dit. Flavien est mort, à l'âge d'avoir 27 ans, sur un chantier de forage pétrolier. Donc on osait espérer quand même que les gens dans cette entreprise allaient prendre la sécurité de leurs salariés un peu plus au sérieux. C'est la demande qu'on leur a faite 2 jours après, sans aucune colère. On était tellement anéantis et anesthésiés par le choc et la douleur. Et lorsque 7 mois après, on a appris qu'un autre jeune homme, un casque vert, lui aussi un débutant sur un chantier, pas exactement au même endroit, mais pas loin, le même type de chantier, il n'est pas décédé, mais il a été très grièvement blessé, ça a aussi été un électrochoc. Je veux dire, qu'est-ce que l'entreprise a mis en place suite au décès de Flavien pour prévenir les accidents mortels au travail? Ben, visiblement, pas grand-chose. Par contre, si on regarde sur Internet, la vitrine est toujours aussi belle. Hein. On n'a pas ces informations-là. Et on pense aussi que quand on est un salarié, un stagiaire, un apprenti, il n'est pas normal qu'en tapant le nom de l'entreprise, en cherchant des renseignements, on ne trouve pas des statistiques. Parce qu'après tout, on a tous le droit de savoir dans quoi on s'embarque. Et quand on signe un contrat, on a le droit de savoir si l'entreprise, elle gère dignement la question de la sécurité au travail. Donc cette invisibilité, elle est grave, elle a des conséquences graves. En tant que maman, mais je pense qu'on est tous pareils dans le collectif, votre enfant vous dit, ou votre conjoint, je signe pour un contrat dans telle entreprise, on va sur Internet, on cherche, on trouve juste une belle vitrine, une belle façade, les priorités, c'est la sécurité, c'est... Voilà, il faudrait aussi des indicateurs, vraiment, dans la presse spécialisée, je ne sais pas, ou dans la presse plus court, ou obligation pour les entreprises au niveau de leur CSE, ou les panneaux à l'entrée de l'entreprise, mais les entreprises devraient vraiment être tenues
d'annoncer de manière tout à fait transparente leurs statistiques en termes d'accidents. Alors, étant donné que la prévention ne fonctionne pas, le plan de prévention des accidents graves et mortels, hein, on voit qu'il existe sur le papier, mais il n'est pas du tout, pour certaines entreprises, parce qu'on ne fait pas d'amalgame non plus, on va parler simplement des entreprises indignes et peu vertueuses, mais il n'est pas mis en place. Bon, peut-être parce qu'il n'y a pas assez d'inspection du travail ou d'inspecteurs qui circulent pour dire ça ne va pas. Alors, si le plan de prévention ne fonctionne pas, et si derrière la justice, elle n'est pas au rendez-vous non plus, quelle issue peut-on espérer? Je n'en vois pas. On ne peut pas espérer d'évolution positive. Une justice qui est rendue 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans après, des amendes qui sont dérisoires, des indemnités dans les familles, on n'en parle même pas. Quel est l'effet? C'est comme si chacun d'entre nous roulait à 150 au lieu de 90. Hein. On nous arrête en nous disant bon, bah, écoutez, vous recevrez une contravention dans 5 ans, et elle sera environ de 25 ou 30 euros. Voilà. Je ne pense pas que ça nous dissuaderait de faire des excès de vitesse. Hein. Donc voilà où on en est en termes de prévention, en termes de justice. Donc il faut trouver, alors, le ministère de la Justice, visiblement, ce ne sera pas facile de faire bouger les choses. Enfin bref, on est reparti avec un ressenti assez négatif, on va dire. Il y a certainement d'autres formes de sanctions. Une accentuation de sanctions, mais peut-être pas financière pour les entreprises condamnées, mais au final, ce sera financier quand même. C'est-à-dire quand une entreprise elle apprend, par exemple, qu'elle n'est pas éligible à un appel d'offres public, pour, par exemple, un délai de 3 ans, parce qu'il y a eu trop d'accidents, c'est peut-être que ça va porter ça. Si systématiquement les accidents au travail sont sur la page d'accueil du site internet de l'entreprise, pourquoi pas, on peut rêver, pour un délai, par exemple, 6 mois, que c'est obligatoirement indiqué sur la page de leur politique RSE. S'il y a une publication systématique de tout cela dans des médias, des journaux, une presse professionnelle spécialisée, s'il y a une mise sous contrôle judiciaire de l'entreprise, voilà, je pense qu'il existe forcément des leviers, des choses à mettre en place, et ces statistiques devraient être publiques en tout cas, parce qu'on ne peut pas rester simplement avec des discours de façade sur les sites internet des entreprises qui ne sont absolument pas transparents. Il faut rendre ces informations publiques. Et puis, comme Caroline le disait, redonner des moyens aux enquêtes aussi, et puis au contrôle de sécurité. Hein. Les chantiers, l'arrêt systématique et obligatoire des chantiers où a lieu l'accident, on nous a expliqué hier, c'est pas vraiment souhaitable parce que, comment dire, arrêter un chantier, c'est dommage quand même. Il y a des pénalités financières et autres. Les chantiers ont tous du retard, il y a beaucoup de chantiers qui sont terminés en temps et en heure, malheureusement. Et ça met une pression sur les salariés, la sous-traitance, les différents intervenants. Et au final, les arrêts sont rarement prononcés. Mais dans le collectif, moi, il y a un exemple que j'ai toujours trouvé très très choquant, hein, d'une jeune fille qui a perdu son frère, elle est tombée d'une toiture, tombée de 15 mètres de haut, toiture en évrite, aucune sécurité. Or, on sait très bien que les évrites, c'est un matériau très, très fragile, ça se casse aisément. Il tombe, il meurt, c'est un parking en dessous, donc tout le monde est en état de choc, y compris des collègues. Le lendemain, aucun d'entre eux n'avait envie d'aller travailler, et l'entreprise les a appelés en leur disant que s'ils ne venaient pas, ils allaient recevoir un blâme. Donc j'estime que lorsqu'il y a eu la mort d'un salarié, la moindre des choses peut-être ce serait de tout mettre à l'arrêt, en tout cas mettre à l'arrêt la partie du chantier concerné jusqu'à ce qu'on comprenne un petit peu ce qui s'est passé, parce que si on attend effectivement que l'enquête de l'inspection du travail et que l'enquête des gendarmes ou de la police soit terminée, on va attendre longtemps, et le temps, les jours passent, et les autres salariés de ces mêmes entreprises sont toujours dans la même situation de danger. Et ça, c'est criminel. Enfin, à mes yeux, à nos yeux, c'est vraiment criminel. C'est un déni complet de prendre en compte, en considération, la gravité des choses. Oui, ils ont évoqué les campagnes de prévention, c'est un sujet sur lequel ils veulent travailler. L'apprentissage aussi, ils avaient évoqué ça aussi. Et obliger les entreprises donc à signaler les accidents mortels au travail, l'inspection du travail.
Et alors là, une obligation. Là, nous, on est tombé des C'est tombé des nues. Le décret est paru. Je ne sais même pas que c'était possible que cela n'existe pas encore, que l'entreprise n'ait pas l'obligation. Alors apparemment, elle a l'obligation de déclarer l'accident mortel à la CNAM, la question de l'assurance maladie, mais pas à l'inspection du travail. On était sidérés. Et là, derrière, on apprend que, oui, s'il n'y a pas de constatation rapide de la part des inspecteurs du travail, évidemment, ce sont des freins pour les enquêtes. Ça peut avoir des conséquences très graves dans les tribunaux. Il n'y a pas de preuve. Et aussi, la prévention passe peut-être aussi par une meilleure indemnisation. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'un accident de travail ou une maladie professionnelle, financièrement parlant pour une entreprise, c'est peanuts. C'est peanuts parce que qu'est-ce que ça provoque un accident de travail dans une entreprise? Ça provoque éventuellement une très légère augmentation de ce taux de cotisation à la branche accident du travail. Donc, sauf à ce qu'il y ait une procédure en faute inexcusable engagée derrière, c'est financièrement parlant, un accident de travail pour une entreprise, c'est rien. Financièrement, ça ne lui porte pas préjudice. Alors, hier, au ministère de la Justice, on nous a dit justement qu'elles étaient pénalisées avec la hausse de ces cotisations. Oui, mais c'est vrai que dans une entreprise à fort taux de main-d'œuvre qui a une masse salariale très importante, l'augmentation d'un taux de cotisation peut paraître une somme phénoménale. Mais dans la réalité, c'est pas ça. On sait très bien que dans le cadre de procédures de contestation, les employeurs obtiennent souvent l'inopposabilité de la prise en charge, donc la non-imputation à leur compte maladie ou accident de travail de l'indemnisation accordée aux salariés, qui, je le répète et j'insiste là-dessus, et là aussi peanuts. Le coût est ridicule pour l'entreprise. Donc, à mon avis, un des facteurs pour une meilleure prévention, ça serait que l'entreprise ait vraiment à supporter toutes les conséquences de l'accident, et ça passe par une indemnisation élargie des préjudices. Je parlais tout à l'heure de la réparation forfaitaire sous la forme du versement d'amende, mais aujourd'hui, si l'entreprise devait être amenée, sans passer par la procédure en fait excusable, à indemniser le préjudice moral lorsqu'il y a décès, à indemniser le préjudice pleur, à indemniser le préjudice esthétique et tous ces préjudices qui figurent dans la nomenclature d'Antillac, jusqu'à la domotique, l'aménagement du véhicule et autres, peut-être qu'elle serait un peu plus attentive aux mesures de prévention dans leur boîte. Oui, après, moi je les ai désagréables, mais après, ce gouvernement, comme tous ceux que j'ai vus depuis une vingtaine d'années, il y a un moment donné, c'est mon expression, il faut arrêter de prendre les coups pour des gens, quoi. Les dispositions légales existent. Ça fait 20 ans qu'on a réduit le nombre d'inspecteurs du travail et les moyens. Les textes, les infractions existent. Seulement, dans ce pays, il y a par exemple, vous avez été au ministère de la Justice, nous on avait eu le même sentiment quand on est ressorti en se disant un coup d'épée dans l'eau. Un coup d'épée dans l'eau, en tout cas les victimes du travail, je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas une catégorie de victimes intéressante pour le ministère de la Justice. C'était de la piétaille, on était toujours à Émile Zola, donc c'est pas. J'en veux pour preuve qu'il y a, j'ai essayé de la trouver, il n'y a aucune instruction pénale pour la santé au travail en France, depuis je ne sais pas combien de temps. C'est-à-dire que le ministère de la Justice n'a pas donné depuis quand d'instruction à ses procureurs généraux pour poursuivre les infractions, pour que les enquêtes se fassent vite, pour qu'il y ait des moyens qui soient délégués à ces enquêtes, il n'y a rien du tout. Donc, moi je veux bien leur loi au travail, ils vont encore nous faire le coup de la prévention, parce que entre nous, alors j'ai appris là, en venant à la tribune qu'on avait une merdouille un peu chez nous, puisqu'on n'avait pas pu répondre à vos appels pour la marche blanche. Je présente mes excuses, vous voyez, publiquement, je suis transparent, c'est complètement con parce qu'on aurait pu travailler dès maintenant. Bon, ça arrive, vous êtes tombé sur une mauvaise personne maintenant. Grâce à vous, on a repris un, mais ce que je voulais dire, c'est méfiez-vous de la prévention. C'est vraiment le truc qu'ils agitent comme ça. Depuis moi, ça fait 10 ans que j'entends parler de prévention. J'en vois pas véritablement les effets sur le terrain. Prévention et autres pièges à con, qualité de vie au travail. C'est-à-dire que dans ce pays, on ne parle plus de santé au travail, on parle de qualité de vie au travail, pour ne pas parler de santé au travail. Voilà. Alors, déjà, quand le ministère de la Justice pondra une circulaire qui définira la politique pénale en France sur la santé au travail, déjà, peut-être que les victimes
auront des procureurs généraux qui auront sensibilisé leur procureur de la République, lesquels auront sensibilisé leurs substituts et lesquels feront leur travail et se diront, tiens, comme pour d'autres sujets de société, la violence aux femmes, etc., je pense qu'on est sensiblement, et c'est encore une fois, je me tourne vers vous, merci pour votre action, parce qu'on est sensiblement dans la même approche qu'on avait il y a 20 ou 30 ans sur la violence faite aux femmes. C'est normal, c'est quelque chose qui arrive. Donc voilà, point la ligne, on passe. Après, si ce gouvernement-là, et je ne fais pas de politique parce que les autres ne valaient pas mieux, si ce gouvernement-là veut vraiment faire quelque chose pour nous, c'est très simple. Il y a une loi qui a été votée, qui a institué auprès du Conseil national d'organisation des conditions de travail, c'est ça, un comité encore Théodule qui est censé s'occuper de la santé au travail et de structurer les services de santé au travail. On a fait une proposition d'amendement pour qu'il y ait des associations de victimes interdites. Les associations de victimes au travail, les nôtres comme les vôtres, n'ont pas le droit de siéger dans ce genre d'organisme. C'est une gestion strictement paritaire. On a réussi vraiment à y faire rentrer l'État par l'intermédiaire de la Caisse nationale d'assurance maladie, mais tenez-vous bien, vous regarderez le texte, quand il y a les décisions les plus structurantes pour la santé au travail, celles qui vont structurer les services de santé au travail, à ce moment-là, l'État n'a pas le droit de voter. Il n'y a que les organisations patronales et les organisations syndicales. Voilà. Donc, s'ils veulent vraiment faire quelque chose pour la santé au travail, qu'ils nous laissent déjà rentrer dans ces conclaves, parce que nous, on aura sans doute des choses à dire, et on aura sans doute à les confronter devant une situation qui n'a pas bougé depuis 15 ans. Donc ça, c'est un amendement simple, il est déjà rédigé chez nous. Voilà. Ensuite, sur les frais de justice, moi, je ne verrai pas d'un mauvais œil que, par exemple, les entreprises, quand il y a un accident mortel ou quand il y a un accident grave, parce qu'il faut aussi parler des accidents graves qui laissent des personnes dans des états d'handicap monstrueux et qui sont sans accompagnement, moi, je ne serais pas contre à ce qu'il y ait un système de provisionnement versé par les entreprises qui puisse mettre à disposition des victimes, effectivement, en versant des sommes ou en payant directement des avocats à l'aide juridictionnelle ou pas, en tout cas. Et il faudra aussi que le ministère de la Justice forme les avocats au droit et à la santé au travail, parce que des confrères et des consoeurs qui sont formés, il y en a, mais il y en a aussi beaucoup dans les rangs de l'aide juridictionnelle qui ne le sont pas. Combien de fois on a vu, nous, dans nos instances, des procédures qui étaient mal embouchées parce que le confrère ou la consoeur prenait le dossier, mais ce n'était pas sa matière de prédilection. Voilà. Donc, si vous voulez, je dirais qu'à la fois, il n'y a rien à faire de plus que ce qui existe déjà, parce qu'il y a tout, il y a simplement une volonté politique de l'appliquer, et celle-là, elle n'existe pas. Et on fait tout pour qu'elle n'existe pas. On n'a pas les chiffres, on ne fait rien pour avoir les chiffres. On n'a pas de politique pénale, on ne fait rien pour en avoir. Et puis, il y a des dispositions sur l'amendement des dernières lois qui ont été votées, notamment celles dont je vous parle, parce que je pense que c'est fondamental que les associations de victimes fichent les pieds dans la gestion paritaire de la santé au travail. C'est fondamental, parce que les organisations syndicales et patronales seront confrontées à la réalité, et que c'est vraiment un combat à mener.